bonsoir. Bonsoir d'être venu pour écouter Nicolas Mathieu, notre récent prix Goncourt 2018. Et il se trouve que la première fois de ma vie où j'ai rencontré Nicolas Mathieu, il venait de recevoir depuis 27 heures, très exactement, le prix Goncourt. C'était le lendemain, donc à 4 heures de l'après-midi, puisqu'il a reçu le prix Goncourt à 13 heures. Il y avait encore beaucoup de cadavres de bouteilles qui jonchaient les couloirs d'Actes Sud. La fête avait été sans doute vraiment festive pour le coup et volumineuse. Et Nicolas Mathieu s'était réveillé fort tôt puisque je l'avais entendu à la matinale de France Inter. Il était notamment avec Frédéric Becbédé qui n'avait pas encore été licencié. Et il se trouve que juste avant de rencontrer Nicolas Mathieu, j'ai vu Becbédé à 13h. Voilà, et Becbédé m'a dit « Méfie-toi de Nicolas Mathieu, il est très sympathique ». Et j'ai bien reconnu là l'humour de mon camarade. Et effectivement, donc nous nous sommes rencontrés chez Actes Sud. Nous avons discuté pendant 1 heure. Et la première question que j'ai envie de poser à Nicolas, c'est tout simplement comment allez-vous ou comment vas-tu si on se tutoie, si on décide de se tutoyer durant cet entretien. Et c'est une question qui a l'air toute simple, mais en réalité, vous savez peut-être que dans le milieu littéraire, on est d'abord très, très en empathie tous. C'est un milieu, comment dire, familial. Et donc, on se soucie toujours de ceux qui ont eu le prix Goncourt, car il y a eu de très, très mauvaises expériences. Des écrivains l'ont raconté. Ça a été une sorte de malédiction pour eux, le prix Goncourt, un peu comme le fauteuil hanté de Gaston Leroux à l'Académie française. Donc, cette question, elle est quand même plus forte que comment allez-vous, Nicolas Mathieu. C'est comment allez-vous, Nicolas Mathieu, depuis votre prix Goncourt. Juste comme c'est Deleuze qui raconte ça dans son abécédaire. À chaque fois qu'il demandait à un ami comment il allait, celui-ci répondait comme un bouchon sur les flots. Ben voilà, c'est un peu mon sentiment. C'est-à-dire que je me maintiens, mais c'est agité. Et si la question est est-ce que je me suis remis à écrire, non, pas encore, non. Bon, mais vous sentez pas poindre une quelconque voilà, ma diction pour l'instant c'est tenable humainement, psychologiquement. Ni melon, ni malédiction. Jusqu'ici, tout va bien. Le moment critique, ça va être de retourner à mon bureau, devant un écran, tout seul, dans une chambre. C'est là que ça va se passer, quoi. C'est là que je vais avoir peur, je pense. Comment, très concrètement, on en avait un peu parlé quand on s'était vu, mais comment, justement, concrètement, moi j'aime bien les choses concrètes, comment vous écrivez, comment ça se passe? Ouais, alors ça, c'est... Ouais. C'est des questions de... Moi, je ne crois pas du tout à l'inspiration. Ma méthode d'écriture, elle consiste à me rendre disponible et à me discipliner. C'est-à-dire que quand j'écris, je me lève le matin à 8h, à 8h30, je suis devant ma table et je ne lâche pas. Enfin, il m'arrive de déjeuner, mais je ne lâche pas avant d'avoir produit 1000 mots. C'est-à-dire que je me fixe un cap d'écriture. Parce que si j'attends que ça vienne, ça ne vient pas. Donc il faut que je pousse, que je presse. Et là, il y a des histoires, des personnages qui se déplient devant moi. Alors après, la réécriture, c'est un peu différent. Mais pour la première presse, ouais, c'est vraiment presque 100% de discipline. Alors, 1000 mots, c'est à l'américaine, hein, excusez-moi de tout vous signaler. Oui, ça me vient de Jack London. Donc voilà, oui. voilà. Donc, on dit à peu près qu'un mot, ça correspond à 5 signes. C'est à peu près ça, hein, l'idée. Donc, ça veut dire que vous faites 3 pages par jour, à peu près, 4500 signes. C'est à peu près ça, ouais. Avec du déchet, et puis, moi, je réécris beaucoup. Donc, et vous réécrivez pendant que vous écrivez, ou est-ce que vous réécrivez? Non, c'est après un premier jet fini. Après un premier jet fini. C'est-à-dire que vraiment, je pousse, comme Sisyphe, je pousse mon rocher le plus loin possible. Puis une fois que cette affaire-là est réglée, je commence à retravailler. Et c'est là que peut intervenir le plaisir, parce que dans la première presse, la presse à froid, tout est très très pénible. Est-ce que vous pouvez juste développer cette pénibilité du travail? Celle qui me vaudra des points retraite en plus, j'espère, un jour. C'est-à-dire que cette peine, elle résulte de plusieurs choses. Déjà, la médiocrité du premier texte. C'est-à-dire que quand j'écris la première version, c'est pas bon.
C'est assez hystérique, les personnages sont mal fichus, je ne sais jamais vraiment où je vais, c'est-à-dire que j'ai des points d'arrivée par chapitre, je sais à peu près vaguement où je vais aboutir, mais il y a une grande anxiété du déploiement, et tout le long on se dit je n'y arriverai pas. Et plus ça va, pire c'est, parce que on a derrière soi tout. Quand on a fait 150 pages, on peut plus revenir en arrière. Enfin, c'est une grande anxiété. Et puis il y a des jours où ça veut pas. L'écriture, on en parle assez rarement. Ce que j'ai trouvé de plus abouti là-dessus, c'est chez Roger Vaillant, qui parle de son point de forme. Alors lui, il était fanatique de cyclisme. Et il disait que pour l'écriture, il cherchait comme un athlète son point de forme. Le moment où on a bien dormi, mais pas trop, parce qu'on pourrait être un peu embrumé, où on a bien mangé, mais pas trop, parce qu'on pourrait s'assoupir. Ouais. Le point exact sportif, où on va être le plus efficace pour produire du texte. Écrire, c'est une discipline du corps aussi, et c'est difficile en cela. C'est-à-dire que faire 1000 mots quand on a une insomnie, c'est très très douloureux. Donc il y a l'anxiété, il y a le monde extérieur, il y a tout ça nous met à la peine. Ouais. Et vous pratiquez un sport, vous justement, on peut parler du vélo, parce qu'il y a une tradition des écrivains cyclistes qui est assez longue. Hein. On comprend bien d'ailleurs comment, parce que vous parlez du sens de l'effort, de l'effort dans la durée, qui est celui du cyclisme, enfin à part les sprinteurs, mais on sait bien que c'est une question de... Je pense à Aurélien Bélanger, qui est un grand cycliste, parmi nos jeunes écrivains, il fait 50 bornes tous les jours. Ça explique qu'il fasse sa chronique en survêtement, comme je l'ai vu faire un matin sur France Culture. C'est un rapport très, très, très mental à cette activité. Et on voit bien le rapport qu'il a aussi avec l'écriture. Donc vous dites 1000 mots par jour. Donc il faut y arriver. Je crois que Modiano fait la même chose. Lui, c'est dans un cahier, il se met un trait. Il doit arriver au trait à la fin de sa journée. Et donc cet effort, il est. Comment vous savez que vous êtes arrivé à la bonne version finalement ? Mais je ne le sais pas en fait. C'est-à-dire que je trouve que le texte est de moins en moins médiocre. En fait, donc dans ce premier jet qui est compliqué à produire, il donne lieu à un second travail de réécriture où là, il y a de la jouissance qui commence à venir, et puis aussi le sentiment de certains accomplissements localisés, on va dire. Okay. C'est-à-dire qu'à certains moments dans la phrase, par une juxtaposition de mots, une articulation, un rythme, quelque chose qu'on dit sur un personnage qui va nous le révéler tout à coup, on sent que là on a trouvé quelque chose, et il en ressort du plaisir. Mais c'est un... Vous savez, dans le film Aviator, on voit Howard Hughes qui essaye de polir son avion supersonique le plus possible jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout les verrous. Et il le polit inlassablement comme ça. Bon, c'est un peu un travail de cet ordre-là, sauf qu'on sait que c'est Jacques Côté qui disait ça, l'imperfection est la cime. Donc on sait qu'au bout, il n'y a pas de perfection possible. Donc le cran d'arrêt, moi j'ai bien du mal à le mettre. Et pour ce roman-là, en fait, je renvoyais des épreuves où le revers était couvert de rouge. C'est l'éditeur qui m'a dit on va peut-être se calmer là maintenant. Ah oui. Ouais, parce que ça pourrait être à l'infini. À l'infini, ouais. D'accord. Alors vous avez publié. Enfin non, avant de cette question-là, une autre. Lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, vous m'avez dit cette phrase que sur le moment, j'avoue, je n'ai pas très bien compris. Non, c'est aussi simple que ça, mais vous m'avez dit, je voulais être écrivain, je veux être écrivain depuis l'âge de 8 ans. Et sur le moment, je n'ai pas exactement compris. Je vais vous dire pourquoi. C'est que quelques temps plus tard, et d'ailleurs un peu grâce à vous, j'ai rencontré une écrivaine qui s'appelle Maria Porcher, que vous connaissez très très bien, puisqu'elle a grandi comme vous à Épinal. Elle a 2 ans de moins que vous, donc vous étiez dans le même lycée, mais vous ne connaissiez pas, c'était pas la même bande, m'a-t-elle expliqué. Et elle-même m'a dit qu'elle voulait être écrivain, elle, depuis l'âge de 6 ans. Mais peut-être parce qu'on s'est pas vu assez longtemps, que je suis resté plus longtemps avec elle, elle m'a développé, et j'ai compris qu'elle avait construit depuis l'âge de 6 ans
toute sa vie pour devenir écrivain. C'est-à-dire, je veux dire, ses études, quelle étude il fallait faire pour pouvoir être écrivain. Et évidemment, il n'y en a pas, mais elle m'a expliqué, par exemple, qu'elle a été un moment journaliste et qu'elle s'est rendue compte que c'était trop chronophage pour être écrivain. Et j'ai compris que dans ce que vous me disiez vous-même, c'est que depuis l'âge de 6 ans, vous organisez votre vie pour être écrivain, avant même de songer à écrire, finalement. Oui, mais il y a autre chose dans ce désir enfantin d'écrire et d'être écrivain. C'est-à-dire que les écrivains, depuis tout petit, ce sont des modèles de masculinité. C'est-à-dire que dans la chambre de mes potes, il y avait des footballeurs, des chanteurs. Moi-même, j'avais un ou deux posters de Schwarzenegger. Mais la manière dont je me suis construit l'image de ce que devait être un homme et ce à quoi je voulais ressembler, c'était des écrivains. Il y avait j'avais les cartes postales de Rimbaud depuis tout petit. Je l'ai raconté ça déjà, mais dans la fin des jeux bouquins, les publications pour jeunesse de Bayard, il y avait toujours une biographie d'écrivains. Oui. Et je fantasmais leur vie. Et je me disais, moi, en grandissant, c'est ce genre de vie-là que je veux. Et donc, avant de s'organiser une vie d'écrivain, c'est aussi des modèles à suivre, des modes d'être à imiter, quoi. Et moi, j'étais très séduit par le... Je me disais, je serais comme eux, j'écrirais des livres, je serais malheureux en amour, je boirais trop d'alcool, ce sera formidable, vivement. Ah oui, voilà, on est aussi dans des stéréotypes, surtout à l'adolescence, quoi. Ouais. Voilà, absolument. Bon, on est tous passés par ça là. Ça explique moins bien pourquoi Maria Pourchet a organisé sa vie, parce que vous avez raison, c'est un modèle essentiellement masculin, et on espère qu'il... y a enfin voilà, elle a voulu peut-être une chambre à elle, et y écrire. Il y a des modèles féminins aussi. Voilà, je peux pas parler. Voilà, je peux pas parler pour elle, mais moi je sais que c'est passé aussi par ce genre de choses. Après, voilà, c'est des ressorts puérils qui passent. Ce qui se joue ensuite, c'est que tout converge vers l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, voilà, vous êtes enfant, vous voyez une bande-annonce d'un film que vous ne pourrez pas aller voir, vous la fantasmez, vous écrivez le film à la place du réalisateur, vous êtes amoureux à 15 ans, vous écrivez des poèmes, vous écrivez des nouvelles à 20, un roman à 25. Voilà, l'écriture commence à se déployer dans votre vie et devenir une colonne vertébrale. Alors vous avez commencé par publier un roman policier. Un roman noir. Ouais. Un roman noir, vous dites. Oui, mais non, c'est intéressant comme distinction. Il me semble que, si j'ai bien compris, vous destiniez aussi leurs enfants après eux à être un roman noir. Oui. À bien des égards, c'en est un. Hein. La différence peut-être entre le roman policier et le roman noir, c'est la place de l'intrigue criminelle. Si on devait faire un chapeau pour toute cette littérature-là, on l'appellerait le roman criminel. Et en dessous, on y rangerait le roman policier où il y a une enquête et quelqu'un qui va élucider un crime, quoi, qui va enquêter en tout cas. Le roman noir, il se propose de faire autre chose depuis les années 30, depuis Dashiell Hammett et Chandler, c'est d'utiliser une intrigue criminelle, si ténue soit-elle, pour parler du monde, pour parler de la vie des gens, pour faire le portrait de la société. L'intrigue criminelle devient ou un révélateur ou un prétexte, mais il se passe quelque chose. Et là, quelque part, on a une intrigue criminelle qui est très ténue. Ce qui déclenche un vol de moto, en fait. Voilà, c'est un vol de moto. Un simple vol de moto sur lequel vous écrivez donc près de combien, 600 pages, 500 pages 420, oui. 420. C'est beaucoup pour un vol de moto, un simple vol de moto sans rien, sans une goutte de sang, mais qui effectivement est le meurtre du père, d'une certaine manière. Voilà, cette moto a un rôle... Qui est le détonateur de l'énergie romanesque. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de ce truc-là, il y a une espèce de tombée de domino qui s'organise et qui fait que pendant 420 pages, on va avoir envie, même si ça n'est plus lié que de très loin à la moto, de savoir ce qui s'y passe, quoi. Et ça, j'y crois encore assez, quoi. C'est-à-dire qu'il faut une intrigue un peu comme une corde à linge sur laquelle on va pouvoir pendre tout ce qui nous intéresse, nous. Mais cette intrigue, c'est une main tendue à un lecteur, et notamment un lecteur populaire, qui ne va pas forcément vers la littérature. Et cet hameçon-là va le tirer vers des choses que peut-être il ne s'attendait pas à lire ou auxquelles il ne serait pas venu sans cela.
Alors ça, c'est intéressant parce que j'allais vous poser cette question, mais de sa manière, vous commencez à y répondre sur pourquoi avoir choisi le polar pour commencer. C'est un genre. Pourquoi avoir choisi ce genre plutôt que la science-fiction, l'autobiographie, enfin, je veux dire, tous les autres genres qui sont à la disposition d'un écrivain? Je pense qu'au départ, c'est la faute de Jean-Patrick Manchette. Oui. Je lisais beaucoup de polars. Je voulais écrire depuis très très longtemps. Puis j'ai lu ses chroniques où il théorise un peu ce que c'est justement le roman noir, le roman policier, et où il explique aussi que dans le marché de la littérature, que lui, il voit vraiment comme un marché avec des objets d'entertainment, etc. Le polar est l'objet accessible entre tous, le divertissement par excellence, mais qu'en contrebande, on peut y faire passer autre chose. Des petites histoires politiques, un peu de sociaux, de la musique. De la musique. Et puis, ce grand souci des auteurs, qui est quand même le style. Voilà. Et lui, avec ses petits romans de gare, en fait, il faisait du style. Son œuvre, à la limite, elle pourrait s'interpréter intégralement comme un détournement situ de l'objet polar, en fait. C'est-à-dire qu'il prend ça comme une image de bande dessinée, comme l'ont fait les situs avec les images de bande dessinée, et qu'il en fait autre chose. Donc moi, je lisais ces textes-là, je trouvais ça génial. Je me disais, ah oui, le polar, c'est bien, c'est un art populaire, ça permet de faire autre chose avec des objets accessibles à tous. Et ça m'a permis, je pense, de lever un complexe, une espèce de sentiment je me sentais surplombé par la littérature. Je viens d'un milieu avec une culture modeste, en tout cas dominée, que pour résumer, je dirais, voilà, une culture françoisire. Et écrire de la littérature blanche ou de la littérature générale, c'était un truc flippant pour moi. En passant par le roman noir, j'ai levé des inhibitions, quoi. Et non seulement je prenais la montagne par la face sud, la plus aisée, me semblait-il, c'est pas exactement le cas, et je faisais un objet accessible à tous, qui est quand même une ambition politique que je conserve. Alors, vous êtes jeune, mais finalement pas très précoce par rapport à d'autres en littérature. Donc à quel moment s'est passé le... Non, c'est vrai, c'est aussi ça, on vit dans une société du jeunisme absolu, et donc un jeune écrivain maintenant il a 18 ans à peu près. Mais comment s'est passé le déclic et qui fait que vous avez fini votre premier livre? Parce que j'imagine qu'avant il y a eu d'autres tentatives. J'ai passé beaucoup de temps à écrire des trucs chiants, oui, c'est sûr. Voilà. Mais en fait, il y en a eu un vent de romans qui est dans un tiroir et qui est perdu chez des éditeurs. J'espère qu'ils ne le retrouveront jamais. Le truc, c'est, si j'essaye de l'analyser rétrospectivement, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais les études, la culture et l'écriture, je m'en suis servi longtemps pour prendre des distances avec mon milieu d'origine. C'est un milieu que, comme les gamins dans le roman, je voulais fuir, avec lequel je voulais produire le plus d'écart possible. Et pas donc, tous dans le roman, hein, par ailleurs. Non, pas tous. Mais enfin, les personnages principaux, ils veulent partir quand même. Et donc, j'écrivais peut-être des histoires sur les mondes auxquels j'aspirais, ou en tout cas qui étaient infusés par une culture légitime dont je voulais être un des ressortissants. Voilà. Et puis, parce que ça marchait pas, que je crevais la dalle, j'ai commencé à faire des boulots alimentaires, et notamment un qui a changé ma vie, c'est que je me suis retrouvé à faire des procès-verbaux de comités d'entreprise, et que comme ça, j'ai couvert des tas de plans sociaux. Et qu'en allant dans les entreprises, dans les usines, j'ai vu une réalité, des corps qui m'ont rappelé les corps dont moi je suis issu, des corps de petits salariés, d'ouvriers. Et je me suis dit, putain, mais parle de ce dont tu peux parler, de ce que tu connais. Oui, avant de t'affranchir de ta classe, parle de ta classe. Exactement. Oui, bah, voilà, mais c'est bien de le formuler en termes de classe d'ailleurs. Oui, parce que je fémise, mais effectivement, parle de ta classe, parle du milieu dont tu viens. Et à partir de là, ça a pris encore longtemps. J'ai écrit vraiment le premier roman, il m'a fallu 4 ans et demi. Bon, je bossais à côté, c'était long et pénible. Mais à partir de ce moment-là, il y a des curseurs qui sont alignés sur... stylistiquement, le rapport au réel, le rapport au personnage, les histoires que je voulais raconter, le point de vue politique. Là, d'un coup, tout s'est mis un peu en ordre de bataille. Et cette cristallisation, parce que c'est un peu ça dont il s'agit, hein, cette cristallisation, à quel moment, si on peut dire, à quel stade du travail du premier roman vous en êtes aperçu en disant, ah là, c'est bon. Quand ça a été fini.
C'est-à-dire que franchement, ça a été un travail à la. Pour l'anecdote, le premier roman, je l'ai fini au bout de 2 ans et demi. Alors, je vous resitue le truc. À l'époque, j'étais avec ma copine de l'époque, avec qui j'aurai un enfant plus tard. Et on part en vacances en Bretagne. Je pars avec mon manuscrit sous le bras et je commence à le lire. Et c'était à chier, mais vraiment très très mauvais. Donc, première chose, je m'emploie à ruiner les vacances. C'était quand même le moins que je puisse faire. Et là, vraiment, je me suis posé des questions parce que ça me coûtait du temps, des efforts et j'aboutissais pas, quoi. Cet été-là, j'ai lu Pete Dexter, d'ailleurs, qui est un immense écrivain américain, qui est publié en roman noir ici, mais qui là-bas a eu le National Book Award, qui est quand même la grande récompense de la littérature américaine. Et ces romans ont 2 caractéristiques qui les rendent particulièrement nobles, à mon avis. C'est des intrigues qui sont vraiment magnifiquement ficelées, tendues. Boulonnées. Voilà, c'est le pont de Tancarville, quoi. Ça tient, c'est d'une solidité. Et il a un style qui ne s'exhibe pas. Donc on pourrait penser qu'il n'a pas de style, mais c'est exactement l'inverse. C'est un style qui se caractérise par une certaine transparence et donc une générosité vis-à-vis du lecteur. Et donc là, à ce moment-là, je me disais, je vais laisser tomber. Et Pete Dexter m'a montré cette voie de il faut tout recasser, retaper. Et donc là, je m'y suis remis. Et au terme de ce travail-là, je me suis rendu compte que j'avais cessé d'écrire des trucs chiants. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur Pete Dexter, parce que, alors peut-être que cette analogie va être tirée par les cheveux, mais venant d'un milieu modeste, est-ce qu'on n'est pas obligé finalement à adopter une modestie du style? Parce que c'est ça aussi, Pete Dexter, d'une certaine manière, quand vous dites il ne s'exhibe pas, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de modestie à s'effacer comme certaines classes s'effacent du paysage en disant voilà, nous sommes des gens modestes. Je ne crois pas que ce soit une obligation. Moi, ça m'a paru une nécessité politique un peu. Même d'ailleurs, si le livre est quand même un style qu'on pourrait définir et qui se caractérise assez simplement. Enfin, il y a un style et on pourrait le décrire. Quel adjectif vous mettez? On disait souvent behavioriste autrefois pour qualifier ce style américain finalement. Alors, il est behavioriste, mais pas tant que ça, parce qu'on plonge quand même dans la psyché des personnages. Mais ce que je constate à l'arrivée, c'est qu'il se situe comme moi entre des champs lexicaux, entre des mondes différents. C'est-à-dire qu'il y a des champs lexicaux très populaires, une langue expéditive, parfois grossière, et puis par moments qui devient beaucoup plus articulée, plus savante. Et ces allers-retours, ça compose ce style qui m'est tombé dessus. Enfin, je l'ai pas organisé sciemment, mais il se trouve dans le langage comme moi je me trouve dans le champ social, à la jonction de plusieurs mondes, quoi. Et il ne cesse pas de faire des allers-retours qui sont parfois dans une seule et même phrase, quoi. C'est comme ça que c'est un style des intervalles, voilà. Et pourtant, je trouve que vous n'écrivez pas à l'américaine, justement, qui a quand même une... Alors, vous parliez de Manchette, c'est justement, il me semble, moi je suis un immense adorateur de Jean-Patrick Manchette, il me semble que ce qu'il a inventé dans le roman policier, enfin le polar, moi je préfère le terme polar, qui dit à la fois le noir et voilà, et plus générique on va dire, du polar, ce qu'il a inventé c'est une d'ailleurs, il était admirateur de Flaubert autant que d'Achille Hamet, une manière française d'écrire hard-boiled, comme on disait, c'est-à-dire dur à cuire. C'est la manière dont on traduit en général hard-boiled, dur à cuire. C'est une espèce d'écriture voilà, qui va droit au fait, qui ne fait pas effectivement de chichi, et surtout pas de chichi stylistique. Oui et non, parce que, alors là, pour le coup, Manchette, comme Flaubert, ils se mentent à eux-mêmes. C'est-à-dire que cette idée d'être présent partout et visible nulle part, mais tellement pas. C'est-à-dire que ça se reconnaît tout de suite, évidemment, et on sent tout le temps l'auteur à côté de nous, et cette espèce d'ironie flottante, de sens de la percussion, des tours de vis dans le récit, etc. Le truc, c'est qu'il y a quand même une certaine transparence qui fait qu'on ne pense pas à l'auteur tout le temps, qui ne fait pas écran avec le texte, qu'on n'est pas... Écoute, on va le dire avec des exemples du cinéma, quoi. Ils sont plus proches de Ford que de Wells. C'est-à-dire que Wells, tout le temps, il fait les pieds au mur, on se dit, mais quel génie. Ouais. Ford,
il faut avoir une connaissance plus intime de son œuvre pour se rendre compte à quel point c'est prodigieux, ces mises en scène. Ouais. Mais si on les voit telles quelles, elles ne sont pas en train de parader. Elles stabilotent pas leurs effets. Voilà. On voit que vous avez une grande culture, non seulement littéraire, mais aussi cinématographique. Visiblement, c'est important dans votre formation culturelle, le cinéma. Oui. Bah, j'ai fait des études de cinéma, puis oui, mais les grandes émotions qui viennent de là. Et ma manière d'écrire est quand même très imprégné de lois de la dramaturgie cinématographique. Il y est quand même beaucoup question d'images, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien dans ce qui va susciter l'écriture que de la manière de montrer les choses, c'est très très visuel. C'est aussi un héritage de la tradition behavioriste du roman noir, c'est-à-dire que dans le roman noir comme au cinéma, on dit action pour dire des choses. On n'est pas forcément tout le temps dans la psychologie des personnages ou dans le commentaire, quoi. Après, le pari behavioriste, je ne le tiens pas entièrement dans le roman. Il y a plein de montées en généralité, de bifurcations, de passages théoriques ou même de psychologie, quoi. Je voudrais être un narrateur plus discret, mais je n'y parviens pas tout à fait. Est-ce que, malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment... Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous avez envoyé le manuscrit à votre éditrice. Elle vous a dit... Mon éditeur. Votre éditeur, en l'occurrence. Il vous dit, bon, arrêtez, c'est fini, là, on arrête de pinailler, c'est bon, on envoie ça sous presse. Mais à ce moment-là, donc, vous pensiez qu'il allait aller dans la collection noire, normalement, si j'ai bien compris. Et à quel moment il vous dit, non, on va le mettre dans la collection... normal. Ça se passe en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, je lui envoie et je me dis dans l'attente de sa réponse, je me dis quand même là, j'ai fait des grosses sorties de route par rapport au code. C'est le code du roman noir. Il va me recadrer. Il va me dire, écoute, mon petit coco, c'est bien sympa d'avoir des idées sur la société, mais c'est pas ça qu'on te demande, quoi. Il va me dire de réaligner le truc où il en voudra pas, etc. Et en fait, lui le lit et c'est l'inverse qui se passe. Il me dit. C'est un bon livre, je pense qu'il sort un peu du cadre du roman noir. Si on le sort à la rentrée, les gens qui t'ont aimé dans le polar te suivront et tu pourras accéder à un autre lectorat. On est très 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 loin même de l'idée de figurer dans des listes à ce moment-là. C'est la proto-histoire du roman, quoi. Et puis donc voilà, et ça va se faire petit à petit, quoi, dans la maison d'édition. Tout le monde dit bon, on va le faire comme ça. Et puis on commence la promotion, on va voir les libraires et tout. Et dès le mois d'août, on sent qu'il y a quelque chose qui coagule, quoi, une curiosité, un goût. Puis voilà, après c'est très curieux, quoi. Alors, mais comment vous dites ça très 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 bien et très concrètement là encore une fois, mais comment vous l'avez vécu, vous? Est-ce que vous dites mais parce que on en connaît beaucoup d'écrivains de romans policiers dont le rêve a été d'écrire, quand ils étaient à la série noire publiée par Gallimard, d'écrire dans la blanche, justement. On connaît les noms, on sait bien de qui on veut parler. Est-ce que vous avez éprouvé ce même sentiment d'accéder à la littérature générale, ou comment vous l'avez vécu? Alors, honnêtement, j'aimerais pouvoir dire à 100% non, le polar et la littérature générale, c'est kiff-kiff. Tout ça, c'est des distinguos qui ne valent pour rien. De fait, ça m'a fait éprouver un certain orgueil. Mais je ne l'avais pas cherché délibérément. J'ai mon honneur pour moi. Et à la fin des fins, je pense quand même que c'est en partie un roman noir. De ça, je ne démords pas. Voilà. Et que je considère aussi que ces distinctions, ces séparations entre les genres sont en partie factices. C'est-à-dire qu'elles sont construites par le marché pour adresser des produits culturels au lectorat qui peuvent le mieux les apprécier. Moi, j'ai fait de l'économie de la culture quand j'étais étudiant. Et ce qu'on apprenait, c'est que les livres, les films ont cela de particulier, c'est une économie des prototypes. Chaque objet est un prototype. Alors quand vous faites une Renault Scénic, une fois que 10 clients vous en ont acheté, ils peuvent en parler autour d'eux, et puis on sait ce que c'est qu'une Renault Scénic. Mais quand on fait des objets qui sont tous différents, comment on fait? Voilà, l'industrie culturelle produit ce qu'on appelle
des genres, même catégories. Comment ? Des catégories. Des catégories, des classements, et puis aussi, ne serait-ce que par les couvertures, ça signale, ça adresse des signes. Il suffit de voir les affiches de cinéma, hein, vous savez tout de suite si un film s'adresse à vous ou pas en fonction de la dominante chromatique d'une affiche. Oui, la typographie, tout ça. Oui, voilà. Oui. Donc il y a de ça aussi. Alors j'aimerais qu'on en vienne à ce livre, peut-être rentrer un petit peu à l'intérieur, dans la mécanique. Je vais lire une page que j'aime beaucoup, qui est celle qui concerne Nirvana. C'est-à-dire, nous sommes dans une soirée où vos personnages sont tous réunis. C'est là où il va y avoir le fameux vol de la moto, et quelqu'un passe un morceau de Nirvana. Donc nous sommes dans les années 90, c'est un roman sur les années 90. Vous étiez vous-même adolescent dans les années 90 ? Oui, j'avais 14 ans en 92, ouais, c'est voilà. Exactement ça. Donc vous avez vous-même écouté j'ai vu Nirvana. Et entendu les années 90 débuter un samedi après-midi sur M6. Voilà, donc c'est ce que vous racontez. Je vais essayer de le lire assez proprement. Voilà. C'était ce truc qui passait en boucle sur M6. En général, ça donnait envie de casser une guitare ou de foutre le feu à son bahut. Mais là, au contraire, chacun se recueillit. C'était presque encore neuf. Un titre qui venait d'une ville américaine et rouillée, pareil. Une ville de merde, perdue très loin, là-bas, où des petits blancs crades buvaient des bières bon marché dans leurs chemises à carreaux. Et cette chanson, comme un virus, se répandait partout où il existait des fils de prolos mal fichus, des ados véreux, des rebuts de la crise, des filles mères, des releleux. C'est quoi des releleux ? C'est les questions que les traducteurs m'adressent assez régulièrement. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux traducteurs ? Alors là, on est vraiment dans un vocabulaire lorraino-lorrain. Les releleux, c'est des rednecks un peu bêtes, quoi, des beaufs. D'accord. Des releleux en mob, des fumeurs de shit et des élèves de ZECPA. Et là, le ZECPA, vous dites quoi aux traducteurs ? Oui, alors ça, il va avoir du mal, mais c'est des filières compliquées, scolaires un peu de relégation. À Berlin, un mur était tombé et la paix déjà s'annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. Dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque, dans chaque bled déchu, des mômes sans rêve écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s'appelait Nirvana. Ils se laissaient pousser les cheveux et tâchaient de transformer leur vague à l'âme en colère, leur déprime en décibels. Le paradis était perdu pour de bon, la révolution n'aurait pas lieu, il ne restait plus qu'à faire du bruit. Je trouve que cette page a cette caractéristique dont vous parliez tout à l'heure en disant le narrateur est encore trop là, il exprime des généralités, mais cette page qui parle très précisément des années 90, donc même on peut dire de 1992, cette page décrit peut-être le début d'une globalisation dont sont victimes aussi vos personnages. Oui, c'est exactement ça. Et ça reprend le cliché, enfin, l'idée qu'on s'en est faite à rebours. C'est-à-dire que j'ai un souvenir aussi très précis de la chute du mur de Berlin, Rostropovitch avec son violoncelle. David Hasselhoff devant le mur de Berlin faisant un concert monstre, etc. Il y avait le sentiment qu'un cauchemar s'achevait. Il faut dire que jusque-là, dans toutes les séries télé, tous les films, le méchant était soviétique, quoi. Donc là, on avait vraiment le sentiment, guerre froide, oui. Voilà, qu'on en avait fini avec une certaine idée du mal. Et ce qui s'est passé là, en fait, c'est que peut-être que cette univocité, le fait qu'il n'y aurait plus qu'un monde possible, c'était la promesse d'un monde encore plus dur, quoi. Voilà. Donc ça raconte ça, ce basculement. Et ce basculement, il s'opère à un moment qui n'est pas la chute du mur de Berlin, il s'opère avec le début du grunge. Et s'il y a une histoire avec un grand H, il y a aussi une histoire des affects qui est plus sous-jacente, mais peut-être plus profonde quelque part. Et vraiment, le bouquin, il est pris entre deux bornes qui sont la sortie de Nevermind et la Coupe du Monde 1998. C'est des grands affects collectifs qui font des césures, quoi, dans notre impression d'exister.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre parle donc, des enfants. Ce qui suppose évidemment, on voit les parents et vous en montrez plusieurs d'entre eux, hein, qui sont plus ou moins détaillés, parce que vous focalisez avant tout sur la progéniture. Et ce qui est intéressant, donc nous sommes en Lorraine, il y a eu les plans sociaux, hein, les mines ont fermé, 79. On se souvient quand même de manifestations extrêmement violentes, hein, beaucoup plus violentes que celles qu'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui. On a un peu oublié, hein, la violence de cette époque, avec de la répression policière et judiciaire absolument équivalente à celle qu'on peut connaître aussi aujourd'hui. On se souvient de la radio libre, comment s'appelait-elle? Lorraine Cœur d'Acier. Voilà, Lorraine Cœur d'Acier. Voilà. Donc c'est l'histoire des parents. Ce que je trouve très intéressant dans votre livre, d'un point de vue, comment dire, pas simplement sociologique, mais aussi documentaire et réaliste, c'est que ces parents ne sont pas au chômage. Tous ont un emploi. Ça, c'est très intéressant. Vous aviez pensé à ça? Oui, parce que souvent dans les commentaires qu'il y a eu sur le bouquin, on parle d'une France désindustrialisée où c'est le chômage. Mais c'est pas du tout ça qui est raconté dans le bouquin. Absolument pas. Je pense que c'est vous qui êtes au plus près de la vérité, pour le coup. C'est-à-dire que la destruction de ces emplois-là n'a pas anéanti la possibilité d'un travail dans ces lieux. C'est la nature du travail qui a changé et c'est la fin des solidarités qui organisaient le travail auparavant qui a disparu. Et ça, c'est une histoire très différente. C'est-à-dire que le roman, il montre la dernière génération de la classe ouvrière. Des ouvriers, des petits salariés, il y en aura toujours. D'ailleurs, ils font beaucoup de bruit ces temps-ci. Mais ce qui a disparu, c'est le sentiment, c'est l'appartenance à une classe, c'est-à-dire des usages de vie partagés, un horizon politique en partie commun, des solidarités qui organisaient le travail dans l'usine, mais aussi en dehors. Enfin voilà, c'est une manière d'être au monde qui était collective. Et puis, dans les années 90, suite à la désindustrialisation, on a assisté à un morcellement extrême de tout ça. Et les parents des mômes, ils ont des jobs, mais c'est des petits jobs où ils ne représentent plus ils ne peuvent plus constituer déjà un rapport de force par rapport aux donneurs d'ordre. Et ça, c'est un changement énorme. C'est-à-dire que dans une usine où on est 10 000, ce n'est pas du tout le même rapport de force que quand vous êtes grouillot tout seul à faire votre chantier dans votre coin, comme c'est le cas du père d'Anthony avec sa casquette et qui remplit des machines, des distributeurs de canettes, quoi. Et donc, c'est ce changement-là qui est raconté dans le bouquin. Et donc, c'est des emplois qui sont plus exposés, et puis aussi où on va attendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de donner sa force de travail pour gagner son pain, il va falloir y croire. C'est-à-dire que non seulement on donne 8 heures de sa vie, mais en plus il faut donner son âme un peu. C'est-à-dire qu'il faut être corporate, il faut y croire, il faut répercuter les mots d'ordre, être dans le move, quoi. Et c'est ça aussi qui c'est symbolisé par l'uniforme qu'on veut faire porter au père d'Anthony. Mais ça a été un changement majeur dans le travail. Autrefois, qui est-ce qui y croyait? Vraiment le top management. Maintenant, jusqu'en bas, tout le monde doit être à donf, quoi. Et ça, c'est une chose que vous avez découverte donc, en faisant ce travail concernant les plans sociaux, c'est ça, ce dont vous parliez tout à l'heure? Bah oui, et puis c'est des assignations qui nous sont faites à tous, quoi, quand on est dans le monde de l'entreprise. C'est que on a l'air vraiment d'un mauvais coucheur si on n'en croque pas, quoi. Quand même, enfin, voilà. Et puis, honnêtement, ce qui m'avait le plus bouleversé quand je faisais ces plans sociaux, et c'est un vocabulaire qui est arrivé tout en haut, c'est ce langage managérial qui tourne à vide et qui ment sans cesse. Alors ça m'avait vraiment stupéfié. Moi, je venais quand même de la littérature et des sciences sociales, et là, je voyais des managers, des types qui étaient payés 15 000 balles par mois et qui faisaient des charrettes de licenciement en disant nous allons régénérer le tissu économique du territoire et donner aux collaborateurs les chances de rebond qui leur conviennent. Enfin voilà, là on voit que le langage devient tout entier un paravent, en fait. Et c'est une mascarade. Et derrière ce langage bénévolent et factice, il se cache des violences extrêmes et qui brisent des vies, mais comme on briserait quelqu'un en deux sur son genou, quoi, vraiment. Alors, de la même manière que
les parents donc travaillent, on n'est pas dans ce cliché du chômage. De la même manière, on peut dire que vos personnages adolescents, parce que c'est aussi un grand livre sur l'adolescence, avec tout ce qu'elle peut comporter comme découverte. Et frustration. Et frustration, bien évidemment. L'un ne va pas sans l'autre, mais voilà, on s'arrange pour que les découvertes soient plus nombreuses que les frustrations. En général, c'est le travail même de l'adolescence. De la même manière, je dirais que vos adolescents ne sont pas malheureux. Ça, c'est aussi un autre, je trouve, l'autre force de votre livre qui évite évidemment un cliché sur voilà l'ennui. Ils s'ennuient pas, enfin je veux dire un peu, mais voilà, ils ont une vie, ils sont en fait ils ne pensent qu'au futur. Pour certains d'entre eux, ils sont pris dans un truc qui est le mal de vivre. Mais c'est pas le malheur, ça n'a rien à voir, parce que chacun, à sa manière, a des désirs très très forts. Et s'il y a bien une période où on désire et on déteste et on aime de manière... enfin, la façon la plus aiguë possible, c'est l'adolescence. Être amoureux à 15 ans, c'est un drôle de truc. Hein. Je pense que c'est des... On est traversé par des formes d'intensité qu'on ne retrouve plus jamais dans sa vie, en réalité. Et que et tant mieux, à la limite. Mais l'adolescence, c'est ce moment où peut-être le contact avec le monde extérieur est le plus abrasif. Donc, même s'il y a des étés de langueur, des après-midi où on ne sait pas quoi foutre, tout fait sens, tout frotte, tout produit des effets, quoi. J'ai pensé à un film des années 90 qui est resté dans la mémoire au moins de ceux qui l'ont vu, mais qui est une sorte de film culte des années 90, justement sur l'adolescence, qui était Kids de Larry Clark, qui a été un film qui a fait beaucoup d'effets aux gens qui l'ont vu, enfin, surtout ici en France, parce que soudainement on voyait des adolescents américains qui parlaient, qui se droguaient, qui étaient très sexualisés et surtout qui parlaient avec une sorte de violence extrême, avec des mots grossiers. Enfin, tout ça nous donnait une image très très forte de l'adolescence américaine. Alors, vos personnages ne ressemblent absolument pas du tout à ceux de Kids, mais j'ai quand même pensé à ce film. Je me demandais si vous l'aviez vu, oui. Et si vous voyez effectivement un léger rapport avec votre histoire. Enfin, je veux dire, l'histoire. Peut-être qu'il y aura un rapport dans la frontalité, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de regarder les choses vraiment de face, plein cadre, et notamment la peau. Mais il y avait un truc dans Kids qui n'y a pas du tout dans ce roman, c'est une omniprésence de la mort. En fait, le début de leur vie est toujours à l'ombre d'un spectre qui est ou la cam ou le sida, mais continuellement. Oui, ça commence par une scène insoutenable où un gamin qui est infecté fait l'amour avec presque une enfant et la plombe, en fait. Et ça faisait peser quelque chose sur le film de délétère qui n'a pas du tout là. Oui, c'était un film très très dur. Ouais. Oui, vraiment. Donc là où il y aurait un rapport, c'est dans la volonté de ne pas contourner l'obstacle de la sexualité adolescente. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, chez Larry Clark, on voit toujours ça. Et de la même manière, il y a quelques scènes érotiques là, non, on se pose des questions. Quelques-unes, oui. Dont une un peu acrobatique dans une tente qu'il fallait réussir à écrire, parce que là, c'est plutôt du Jacques Tati là pour soudainement la scène de sexe dans la tente, dans la canadienne. Si un peu, on voit comment il faut y arriver dans une canadienne sans faire de bruit, parce que évidemment. Dans l'agencement des corps et des espaces. Oui, c'est vrai. Quand même, oui. Ah, oui. Alors ça, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Ah bah non, c'est une scène quand même extrêmement drôle de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on essaye de se représenter dans l'espace où il y a une Canadienne. Il ne faut pas qu'il fasse de bruit parce qu'il y a plein de gens autour. On est dans un camp de scouts, si mon souvenir est bon. Et donc, j'ose espérer qu'elle ne donne pas uniquement envie de rire, mais oui. Non, elle est aussi. En tout cas, il y avait l'idée de se... Là, vraiment, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on le fait en contre-jour ou à la faveur d'une ellipse, ou est-ce qu'on traite ça comme le reste, frontalement? Et une fois qu'on a dit l'effet que l'été fait au pot, on peut pas dire on peut pas éluder cette question de ce que le sexe fait à leur corps non plus, Et il faut tout montrer. Et là, dans cette scène particulièrement,
ce que vous montrez, parce que c'est deux personnages qui ne font pas partie de la même classe, c'est un rapport sexuel qui n'est pas un rapport de classe finalement, qui contourne le rapport de classe, mais qui joue aussi dans une sorte de jouissance. Pas vraiment, parce que dans la tente, si vous vous souvenez bien, la fille avec laquelle ça se passe, elle est quand même assez proche. C'est Vanessa, c'est pas Steph. C'est Vanessa, oui. Et Steph, tout son désir se construit justement sur cette différence de classe. C'est-à-dire que tous les signes qu'elle porte sur son corps lui parlent d'un ailleurs ou confusément, auquel il voudrait accéder. Et tout ce qui va se passer entre eux, elle reste assez dominante en fait. Le rapport de classe n'est jamais totalement annulé entre eux. Mais avec Vanessa, il est annulé dans un rapport sexuel. En tout cas, le moment où les contraintes du social pourraient éventuellement se suspendre, où il y aurait la possibilité d'une île, c'est effectivement ces moments-là. Ouais. Parce que vous montrez quand même... Alors, ça se joue à... On est évidemment... comment dire ? Il n'y a pas d'élite dans ce roman, mais il y a des classes moyennes un peu fortunées, un peu plus fortunées que d'autres, qui ont l'espoir. Elle, Stéphanie, elle sait qu'elle va voyager, c'est son but. Elle veut aller à Paris. L'autre personnage, lui, se dit mais Paris, c'est rien. Enfin, c'est un décor pour un jeu télévisé. Je ne sais plus comment il dit ça exactement, mais pour lui, ça ne représente rien. Donc, il y a une représentation de l'espace, et c'est ça qui est important. J'ai beaucoup pensé en lisant votre livre à cette phrase de ce poète portugais qui s'appelle Miguel Torga, qui dit l'universel, c'est le local moins les murs. Et je pense que je crois que votre livre dit exactement ça, car il y a bien un comment dire, un rapport au territoire. Et d'ailleurs, la dernière phrase de votre livre, très belle, dit exactement ça. C'est par rapport au territoire, vous la connaissez par cœur, mais pas moi, l'effroyable douceur d'appartenir. Et cette appartenance, je crois que là, quand vous en parlez, c'est au territoire, c'est à cette région. Ces personnages, tout le roman raconte leur volonté farouche d'échapper à leur monde, à leur vallée, à leur milieu social. Il y a une volonté d'arrachement, vraiment, qui est très violent. Et ce qu'on découvre, et c'est le sort un peu, je pense, de tous les gens qui ont quitté un endroit, c'est que finalement, il n'y a pas d'arrachement définitif possible. C'est que partout avec soi, on va emporter un peu de la terre sur laquelle on est né. Et à la fin, Anthony et tous les personnages, de toute façon, ils sont pris dans cette ambivalence. C'est que où qu'ils aillent, ils sont quand même ils sont grandis sur ce bout dans cette vallée. Et si pathétique que ça soit, c'est toujours chez eux. J'avais été vachement frappé en faisant justement ces plans sociaux. Il y en a un qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui était dans une petite ville à côté de Maubeuge, à la frontière belge, une usine qui avait une centaine d'années et qui fermait. Une usine qui faisait du métal, des bobines de métal. Et ça durait, c'est un plan social qui a duré, je sais pas, peut-être 6 mois. Et puis un jour j'arrive, il n'y avait personne à part le secrétaire du CE, qui était un type assez charismatique, qui était très au bout du rouleau. Il avait beaucoup travaillé pour défendre les intérêts. Puis vous savez, dans ces cas-là, on est pris entre la direction et entre ses camarades. Enfin, c'est inextricable comme truc. Il était très là et il mangeait, je me souviens, un Américain avec des frites plein de mayonnaise. On était dans le Nord, quoi, voilà. Et puis il regarde autour de lui, il dit ici c'est le quart-monde, mais c'est chez nous. Et dans cette ambivalence-là, il y avait un truc qui était résumé, quoi, d'enracinement. C'est-à-dire qu'il avait beau avoir le regard lucide et critique sur là d'où il venait, ça restait chez lui quand même. Ça, c'est une notion qui dépasse beaucoup de gens qui se vivent comme des satellites planétaires. Mais pour la plupart des gens, appartenir, c'est à la fois une nécessité, un bonheur et une souffrance. Et en même temps, dans cette appartenance, évidemment, il n'y a aucune connotation maurassienne. Ce n'est pas le sang et la terre, non, c'est pas ça. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est ce que, voilà. Et ça me fait penser à cette manière dont, finalement, on est dans un paysage imaginaire. Vous dites la vallée, pour le décrire globalement, justement. Mais on voit comment vous avez dessiné
un paysage à partir de quelques points finalement. Alors évidemment, il y a le lac qui va être l'élément important. Il y a la piste de skate, il y a la cité. On voit ces espaces et comment vous avez procédé là d'un point de vue imaginaire. Je pense qu'il y a une topographie que vous avez inventée, mais que vous avez peut-être recréée à partir d'une topographie réelle. Comment vous avez travaillé? C'est ça, ouais. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à la vallée de la Fensch, une vallée du nord de la Moselle, avec qui ressemble à ça. C'est une vallée avec une vierge en métal qui la surplombe. Oui, qui est importante aussi. Oui. Ouais, et les hauts fourneaux plantés au milieu. Mais à la fin, la piscine aussi, j'ai oublié la piscine, ouais, dans les éléments. À la fin, j'y ai accolé à peu près tout ce qu'on trouve dans ces lieux-là. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas une cité, il y a une ZUP. C'est assez différent parce que c'est 3 fois rien, c'est 5 buildings, quoi. Ouais, enfin, 5 tours. Une zone pavillonnaire, une zone résidentielle, un centre-ville, un skatepark, une piscine, etc. Et finalement, c'est pas une question de maurassienne ou barésienne de la terre et le sang, quoi. C'est que là, il va y avoir des étés, il va y avoir des événements, des circulations entre tous et ça se grave dans les corps des gens qui y vivent. Et c'est ça une appartenance. C'est comment des lieux, des climats et des histoires se passent à travers des corps. Alors, je vais essayer de retrouver justement un passage qui parle de ça que j'avais noté. Ah oui, vous parlez exactement de ça. Je vous lis ce paragraphe. Elle sembla alors chercher quelque chose dans le paysage à force de parcourir le coin à pied, à vélo, en scout, en bus, en bagnole. Elle connaissait la vallée par cœur. Tous les mômes étaient comme elle. Ici, la vie était une affaire de trajet. On allait au bahut chez ses potes, en ville, à la plage, fumer un pet derrière la piscine, retrouver quelqu'un dans le petit parc. On rentrait, on repartait. Pareil pour les adultes. Le boulot, les courses, la nounou, la révision chez Midas, le ciné. Chaque désir induisait une distance, chaque plaisir nécessitait du carburant. Alors évidemment, vous voyez où je veux en venir. Donc votre livre est sorti, le mouvement des Gilets jaunes n'avait pas vraiment encore commencé. Si on m'avait demandé. Mais là, vous mettez le doigt sur ce qui a été justement l'origine de ce mouvement, à savoir que chaque plaisir nécessitait du carburant. Oui, mais ce qu'il y a derrière, c'est des modes d'être, des habitudes, des façons d'exister. C'est des styles. Et dans un bouquin de Marielle Massé qui s'appelle Style, justement, elle dit que c'est le phrasé du vivant. C'est exactement ça. Pour exister dans ces lieux-là, il faut se déplacer. Et on ne se déplace pas à pied parce que tout est trop éloigné. Et c'est curieux parce qu'en plus, le roman, initialement, son premier titre, j'ai envoyé un dossier au CNL pour avoir un peu de pognon, et le premier titre que j'avais trouvé, ça parlait de l'adolescence à ce moment-là, du pétrole dans les veines. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que ce qui irrigue ces mondes-là, c'est du carburant. Alors, ça pose des tas de problèmes, notamment environnementaux, mais c'est comme si on avait voulu les saigner. Comment, plus largement, vous avez accueilli ce mouvement? Alors, vous étiez en pleine promotion pour votre livre. Et comment vous réagissez à ces manifestations tous les samedis maintenant, depuis 12 semaines, je crois, 13 semaines? Bon, si on met à part des abjections qui peuvent être dites ici ou là, et des actes imbéciles qui peuvent être commis, ce que j'ai vu dans ces manifestations, ce que j'ai vu sur des ronds-points près de chez moi, ce que j'ai vu à sur les autoroutes, au péage, finalement c'est la même chose qui m'est arrivé dans ces usines quand j'ai trouvé enfin mon sujet. J'ai vu des corps et des visages qui me sont familiers. C'est quoi le peuple? Moi je peux vous répondre, c'est mon peuple. J'en suis. Donc j'ai une empathie profonde, une compréhension par rapport au ressort, et puis dans la guerre d'interprétation qui se livre aujourd'hui sur ce mouvement, pour savoir si c'est un ramassis de fascistes liberticides ou si c'est un retour du refoulé populaire, je suis plus du côté de la deuxième hypothèse, quoi.
Et ces gens, moi, je passe mes réveillons de Noël avec. Enfin voilà, qu'on se le dise. Je tombe sur j'ai souligné une phrase dans votre livre, page 184, qui termine un paragraphe et qui est la suivante: une tristesse mercantile montée de terre. Qu'est-ce que vous entendez par cette tristesse mercantile? Mais il faut peut-être le situer un tout petit peu. C'est un moment où on se trouve justement dans un de ces lieux. Il y a des géographes là qui ont publié beaucoup de choses ces temps derniers sur ce que c'est que ces vies pavillonnaires, justement, avec la petite maison, et puis comment on va à l'école, le mari a une voiture pour aller au travail, le supermarché, et puis les ZAC, les zones commerciales hors des villes, quoi. Avec les fameux ronds-points. Voilà, ce que dans un papier, Télérama avait appelé la France moche. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui passent l'intégralité de leur loisir dans ces lieux-là. On va faire les courses, on emmène les petits au Buffalo Grill. Vous riez, mais c'est la vérité. Enfin voilà, c'est des lieux de On a vu d'ailleurs des articles dans Le Monde fascinants sur comment le McDo avait remplacé le troquet, finalement, dans cet imaginaire, dans cette spatialité-là. Le bistrot du village a disparu, il a fermé, mais le McDo devient le centre rendez-vous des jeunes et même des moins jeunes. Oui, alors avec cette différence, c'est qu'il n'y a pas de comptoir, donc du coup, il n'y a pas de mélange entre les gens, quoi. Mais il y a un peu de ça. Et une tristesse mercantile montée de terre, c'est que quand même, ces lieux qui ont... Moi, j'ai essayé de les voir avec un œil du type de celui de Eggleston ou Stephen Shore, des photographes qui, aux États-Unis, ont photographié les suburbs, les stations-service et ces endroits-là, qui ont montré ce que ça pouvait avoir de beau. Mais il y a quand même quelque chose de sinistre de se dire que une civilisation entière conçoit ses loisirs dans la consommation du samedi, quoi. Donc c'est ces deux choses-là que j'ai essayé de raconter dans cette phrase. Je vais dire un autre passage qui est toujours un peu sur le sujet, mais que je trouve aussi éclairant. C'est vers la fin du livre. C'est Anthony. Anthony a été rattrapé par le travail, justement. Et il écrit... comme nous tous. Comme nous tous, oui, mais peut-être un peu plus difficilement. Ne travaillez jamais, il n'y a pas grand monde qui a pu s'y tenir. Non, mais il fallait essayer. Quand on bossait en 3-8, c'était impossible de rattraper parce qu'il arrive à la bourre au boulot. Il était bon pour une retenue sur salaire et un courrier du service RH. L'agence intérim lui passerait un savon. Il sentit son estomac se serrer. Il vivait déjà sur le fil du rasoir. Chaque mois, il gagnait 7000 balles. Son logement lui coûtait déjà la moitié de cette somme. Il avait sa voiture, l'essence, les clopes, les courses et divers crédits. Au total, ça faisait 4000 balles. Chaque mois s'achevait sur un découvert de 500 balles minimum. Il suffisait qu'il fasse un écart, un resto, une soirée trop arrosée dans un bar et il creusait le trou sans espoir de le combler. Le jour de la paix, il se remettait à flot, se promettait de faire des efforts, de se serrer la ceinture, mais très vite. Le pognon filé, il revenait à zéro, puis de nouveau le découvert. Il avait négocié avec la banque pour éviter les agios. N'empêche, son autonomie était sans cesse compromise. 20 jours par mois, il vivait des largesses de son banquier, alors il retournait bosser, jour après jour. Il fallait bien payer la bagnole, le frigo, son lit, le canapé cuir et le nouvel écran plat. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup entendu ce paragraphe à la télé quand même, quand elle veut bien se pencher sur le sort des Gilets jaunes et leur donner la parole. C'est exactement ce que racontent ces gens. Oui, et c'est pas une révolte de la misère, c'est sûr. Ces gens qui sont sur les ronds-points, et ce ne sont pas les plus pauvres, assurément. Mais leur problème, c'est dans une économie libérale de marché et des loisirs, d'avoir une vie désirable. Et plus leur situation se tend, et plus moins cette vie semble désirable. C'est-à-dire que, je vais vous le résumer d'un mot, quand tout ça a commencé, moi je passais ma vie dans des hôtels Ibis, des trains et des librairies parce que c'était juste après le prix. Et les trains ne s'arrêtent pas au rond-point, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se jouait là-dedans. Et puis, tout le monde me posait des questions là-dessus, je ne voyais pas très bien.
Et j'appelle ma mère et je lui dis, qui est une retraitée qui habite dans une petite ville à côté d'Épinal, justement, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et elle a eu cette phrase, elle m'a dit que ça, elle m'a dit, mais les gens, ils peuvent avoir de moins en moins de loisirs. Bien Et sûr. c'était ça la clé, en fait. Bien C'est sûr. que ce n'est pas des révoltes de la misère, c'est des révoltes des vies désirables. Oui. Comment on fait pour maintenir la marge qui vous permet de faire autre chose que de bosser pour garder la tête hors de l'eau, quoi. Partir en vacances, amener vos gamins au cinéma, aller au resto. Pour ces gens-là, mais ça se passe quand même au centime près. Précisément parce que j'ai le sentiment que, et d'ailleurs la sociologie ne s'accorde pas toujours à le dire bien, je trouve, c'est que nous sommes passés précisément à l'endroit des années 90 de ce qu'on a appelé la société de consommation à partir des années 90, mais qui est en train de s'effondrer, la société des loisirs. C'est-à-dire que et c'était plus tellement de la consommation. Les gens maintenant étaient équipés en électroménager. Ils avaient tous. Annie Ernaux raconte très bien ce qu'a été le premier frigo. Comment acheter un frigo pour ses parents a été un acte terrible parce que c'était passé dans un autre monde. Ils voyaient bien l'intérêt du frigo, mais ils avaient vécu sans très longtemps et c'était un geste qui allait dire tu vas plonger dans la société de consommation. Donc cette société de consommation, elle s'arrête à peu près à la fin des années 80 et commence autre chose qui est la société des loisirs. C'est là où on voit les parcs d'attractions se multiplier, arriver en France et se multiplier par exemple. C'est vrai à telle enseigne que jusque-là, les riches, en tout cas dans la première moitié du XXe siècle et au XIXe siècle, c'est des gens qui avaient des loisirs. Alors que ça s'est inversé ensuite, c'est les pauvres qui avaient du temps et les riches n'en avaient plus parce qu'ils bossent comme des dingues. Et cette inversion-là qui a été analysée par des sociologues, ça correspond à ça. C'est-à-dire que tout le temps laissé a été du temps fait pour consommer des loisirs, en fait. Mais une fois ce temps qu'il n'y a plus d'argent pour nourrir ce temps, qu'est-ce qu'on devient, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, oui, la clé de cette chose-là, c'est les gens se sentent de plus en plus contraints dans leur mode d'existence, quoi, et que ça engendre. D'ailleurs, la manière dont on s'en est pris au radar, c'est aussi symptomatique, quoi. Oui, c'est des objets qui, dans l'espace, signifient la contrainte. La surveillance, la contrainte, la loi, tout simplement aussi la loi qu'on doit respecter et qui a changé. C'est pas tant qu'il faille respecter une loi, puisque avant il y avait des interdictions à 80 km/h, c'est qu'on change la loi et qu'on dise 80 justement dans des paysages où l'habitus dont vous parliez tout à l'heure est extrêmement fort. Parce que j'aime beaucoup dans ce passage là sur Anthony, donc qui ne s'en sort pas. C'est cette phrase, il sentit son estomac se serrer. J'ai toujours l'impression que cette douleur physique là, qui est causée par finalement le désarroi de ne pas s'en sortir financièrement, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment physique, comme ces gens qui ont peur d'emmener leur voiture au contrôle technique parce qu'ils ont peur qu'elle soit arrêtée, tout simplement, qu'on leur dise elle est trop vieille, vous ne pouvez pas la reprendre. Et que là, ils ont peur, comme ils ont peur d'aller chez le médecin qui leur apprendrait qu'ils ont quelque chose de grave. L'économie, ça passe par les corps. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez peu dit. Récemment, je suis allé à une visite médicale avec mon père et puis j'avais un entretien avec une personne qui me dit quel âge il a. Je dis il est vieux, il a 71 ans. Et alors là, elle se récrie immédiatement en me disant 71 ans, ça n'est pas vieux du tout. Je dis oui, mais ça dépend à quel âge vous avez commencé à bosser, ce que vous avez fait comme travail. Et derrière l'espèce de discours bénévolent, mais non, la vie commence, nanani, nanana. Enfin voilà, tous les corps ne sont pas égaux devant l'économie. Très bien, peut-être que vous avez des questions à ce point de notre discussion. Je veux bien savoir le temps que vous avez mis pour l'écrire, ce livre-là. 2 ans et demi, en 2 phases, c'est-à-dire une première phase d'1 an, et puis j'ai dû m'interrompre pour écrire l'adaptation en série télé du premier bouquin. Quand je m'y suis remis, j'ai tout repris de zéro parce que c'était pas bon. Et puis à partir de là, mais vraiment intensivement, là, c'est-à-dire tous les jours, je faisais que ça, 18 mois, donc 2 ans et demi. Nicolas,
Bonsoir. Est-ce que t'as pas eu un peu l'impression, j'ai suivi ta promo, et est-ce que t'as pas eu l'impression à un moment donné de te récupérer les gilets jaunes à ton compte? Parce que t'es tombé en plein dedans. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, tu t'es dit, bah quand même, c'est vachement pratique, ils étaient là? Alors je me suis pas dit ça du tout parce que au contraire c'était un risque de dire d'énormes conneries et comment dire. Ce prix-là, il fonctionne quand même comme une espèce d'onction suprême sur un auteur une fois par an. Ça donne un énorme capital de légitimité, etc. Et moi, j'étais avec mon petit capital de légitimité. Je me disais, cet événement qui me concerne au premier chef, parce que je parle de gens qui pourraient être sur les ronds-points aujourd'hui, il est aussi une menace parce que si je me gourre, si je dis une connerie, ça entame mon crédit. Et c'est un crédit qui compte par rapport à ce que je pourrais dire plus tard. Donc ça m'a pas paru comme ça m'a pas apparu comme une opportunité, mais au contraire comme un risque, quoi, de tomber dans des discours hâtifs, des analyses qui tombent à côté de la plaque. Enfin, moi, je me sens responsable par rapport à ça. Je suis pas dans un truc où je suis en train de traire une vache à lait, quoi. C'était plutôt une inquiétude que j'ai eue par rapport à tout ça, de tâcher d'être juste, comme je pense l'avoir été avec le bouquin. Voilà. Oui, alors ce que je voulais... Ah oui, merci. Ce que je voulais savoir, c'est quel est l'élément déclencheur, puisque vous nous dites que vous êtes d'un milieu modeste, on va dire ça comme ça, quel élément déclencheur qui vous a amené à être écrivain ? C'est un peu les premières questions que Arnaud a posées tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tout un parcours. C'est déjà être un lecteur, c'est-à-dire que j'ai adoré lire au départ. Et puis après, j'ai admiré immensément des écrivains. Et puis, le troisième moment, sans doute, c'est qu'à l'école, je me suis rendu compte que j'avais des facilités pour écrire. Donc, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, ça a coagulé, si on veut, pour produire cette idée. En même temps, je ne sais pas si j'ai tenté d'être écrivain ou si je me suis dit l'écriture sera le... Enfin, si je voulais être écrivain, quand même, si je suis honnête 2 secondes. Une question de ma part. Oui, donc merci d'être dans ce festival dédié au blocage français et à la périphérie. Et votre place, on l'a souhaité ardemment, donc grâce à Actes Sud, c'était possible. Je reviens sur ce que vous avez dit sur finalement l'atomisation et la disparition de la conscience collective ouvrière qui a été remplacée finalement par du consumérisme et de la solitude pavillonnaire, moche. Et je reviens sur les gilets jaunes. Entre le désir de quitter qui vous a habité ou vous habite, de quitter cette origine et par l'écriture, évidemment, la conscience de la conserver avec soi. Est-ce que je crois quand même que si on prend schématiquement cette idée qu'il y a les gens qui habitaient dans ces horribles maisons préfabriquées qui polluent le territoire français, quand je dis maisons préfabriquées, les maisons Phoenix, enfin ces pavillons, et ces ronds-points qui sont une autre pollution française typique, sans doute liée à de la corruption municipale, je ne sais pas. Cette invention incroyable de cette réunion sur ces lieux comme les carrefours parisiens au temps de la Révolution, et l'intelligence collective qui s'y dessine, est-ce qu'elle vous a surpris, comme elle a surpris tout le monde certainement? Et est-ce qu'elle vous ramène énormément vers cette origine? Oui, ça m'a quand même surpris. La colère, pas trop, c'est surtout la persistance, la capacité du mouvement à s'inscrire dans la durée, à l'espèce de ténacité, et puis la renaissance de solidarité qu'on croyait disparue définitivement. Il y a un très beau papier de Nicolas Duvaux, un sociologue là dans Le Monde, qui parlait de ça, comment ces classes populaires, tout d'un coup, se redécouvrent capables de faire front, de coaliser des forces. Ça m'a rappelé le poème d'Aragon, que lui il aimait, il n'aimait plus beaucoup, mais enfin, qui disait bien ce qu'il voulait dire.
prolétariat ressent ta force et déchaîne-la. Il y a eu un truc comme ça. C'est la période stalinienne. Ça, ouais. Voilà. On sent qu'il y a eu de la jouissance à exercer une force collectivement. Alors c'est pas que ça m'y ramène, mais c'est que ça crée ça produit de la satisfaction et de l'inquiétude. Satisfaction parce que j'ai vu des gens être heureux de cesser pendant quelque temps de subir, de se retrouver plusieurs et de pouvoir opposer une force antagoniste à d'autres forces qui vont toujours dans le même sens. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Après, il s'est produit là un énorme réservoir de légitimité politique, et celui qui ramassera la mise à la fin, je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Voilà. Vu que vous avez beaucoup lu en étant jeune, est-ce que vous avez senti vraiment une différence entre la culture France Loisirs et la culture légitime? Et comment vous avez vécu votre mobilité sociale ascendante? Ah bah oui, mais je la ressens toujours d'ailleurs, cette différence. Si je dis ce soir que Sardou c'est formidable, ça va créer un froid. Donc elle existe, cette différence, si vous voulez. Donc je la ressens mais quotidiennement, mais pas forcément entre ma vie de provincial et ma vie de parisien. C'est beaucoup plus ténu que ça, des fois. Par exemple, cet été, donc moi, voilà, je me suis quand même passablement bourgeoisé. Et donc j'ai des copains qui sont architectes, des trucs comme ça. Et puis, ils ont appris que j'adorais boire de la DSP. Alors ils m'ont fait tout un truc sur les microbrasseries, les bières qu'il fallait boire, celles qu'il fallait pas boire et tout. Là, j'ai bien vu que mon habitus se heurtait à d'autres habitus, et de manière très tangible. Et la suite de la question, c'est comment j'ai vécu quoi? Attendez, c'était... Ah bah, je la vis mieux que si elle était déclinante, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes d'adaptation et notamment de culpabilité. C'est-à-dire que... de culpabilité par rapport à mes parents qui m'ont permis quand même de l'initier et qui en même temps voient un lien entre nous se distendre depuis des années finalement. Et puis une hantise de l'embourgeoisement, c'est-à-dire que quand le prix m'est tombé dessus par exemple, ce qui est quand même le point culminant de cette ascension que vous décrivez, jusque-là cette ascension avait été principalement... Nobel après, hein, quand même. Hein. Mais jusque-là, l'ascension avait été principalement culturelle. Le niveau pognon, c'était un peu juste encore. Donc, c'était moins tendu pour moi. Mais j'ai une culpabilité ou enfin une angoisse de me dire est-ce que cet embourgeoisement va me réconcilier avec un monde qui est intolérable par nature? Puisque j'y ai une bonne place, est-ce que je serai... comment dire, est-ce que je serais enclin à le justifier dans tout? C'est quelqu'un, Aurélien Bélanger, un écrivain français que j'aime beaucoup aussi, qui est à peu près votre âge, me disait ça en fait. Il me disait, je lui parlais de politique et à l'époque, il venait de sortir un livre, et il me disait, je suis enclin à voter Macron parce que les choses vont bien pour moi. Je suis en train. Alors que moi, pas du tout. C'est-à-dire que je me rends compte que je vote pour les intérêts de mon père. Voilà. Non, mais et normalement, en démocratie, on vote pour ses propres intérêts. C'est le système même de la démocratie. Bah non, sinon les pauvres gagneraient à tous les coups. Il y a une très belle proximité dans votre roman avec quasiment l'ensemble des personnages. Il y a aussi une proximité, je ne sais pas si elle a été beaucoup explorée ou mise en avant, avec un univers qu'on n'appelait pas encore l'univers de la cité. Et je pense au fils notamment, Assine, mais aussi avec son père. Et c'est très très juste ce que vous écrivez sur ces gens-là. Et je me demandais si vous étiez allé chercher cette proximité très loin, ou si pour vous ça avait été des voisins de palier ou des gens que vous connaissiez bien. Honnêtement, cet aspect-là, c'est celui pour lequel je me suis le plus documenté, parce que c'est celui qui m'est le moins immédiatement familier. Alors, mon scrupule a été assez loin, parce que, notamment pour le retour au bled ou des choses comme ça, c'est parties que j'ai écrites en me documentant, et puis en posant des questions à des gens. Je les ai fait relire aussi par des gens qui les avaient vécus, quoi. J'étais vraiment inquiet d'être dans le stéréotype ou de tomber à côté, quoi. Voilà. Donc, moi, mon adolescence a plus ressemblé à celle de Anthony et Steph qu'à celle de Assine. Après, comme je fumais du shit, il fallait bien aller de temps en temps à la ZUP chercher une ou deux bars, quoi. C'est bien de le dire. D'autres questions?
Bonsoir. Pourquoi avoir changé les noms des villes? Alors, parce que pour me donner davantage de liberté par rapport au récit. C'est-à-dire, par exemple, le récit commence en 92, il est dit que le Haut-Fourneau a fermé 10 ans plus tôt, donc en 82. Si cette ville, je l'appelle Hayange, je suis forcé de respecter la chronologie industrielle et les lieux, etc. Et donc, j'étais coincé. Donc, à la manière de ce qu'a pu faire Faulkner, je ne me compare pas du tout à Faulkner, mais je me suis créé une vallée à ma main qui est situable très facilement, mais en même temps, je pouvais concentrer des lieux, faire ce que je voulais avec la chronologie, etc. C'est pour me laisser les coudées franches sur l'aspect romanesque, en fait. En tout cas, ce n'était pas de peur de froisser la municipalité FN. Merci. Bonsoir. Donc c'est une question qui rejoint un peu la mobilité ascendante, la question précédente. Comment le Goncourt a été reçu dans votre famille? Comment ils ont perçu voilà, ce prix? Donc c'est la première question. Et deuxième question, vous parliez du fait de vous embourgeoiser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler sur le corps qui s'embourgeoise? Ah, j'y avais pas pensé ça. C'est vrai que j'ai pris 5 kilos depuis. Il y a peut-être un truc à faire. Dans ma famille, ça suscite une immense fierté et en même temps, c'est pas saisi vraiment pour ce que c'est. Par exemple, j'ai eu mon père au téléphone quand il y avait eu le dernier quart, les 4 dernières personnes, et il m'avait dit alors ça y est, c'est toi qui es arrivé le premier. Donc il voyait ça comme une sorte de championnat en fait. Donc ça veut dire que c'est des codes qui sont pas forcément maîtrisés. Bon, après, ma mère, elle voit bien que je suis très présent dans Vosges Matin, elle en éprouve de la fierté, quoi. Mais ce que ça signifie vraiment dans le monde, dans le champ culturel, je pense qu'ils ne le mesurent pas complètement. Mais voilà, tout le monde est très très fier. Mais là-bas, à Épinal, tout le monde l'a eu, le prix. Hein, tout le monde est très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.